L'église évangélique de Réveil, la Macédoine, a organisé le dimanche 21 décembre dernier un culte spécial pour couronner la fin de 40 jours de jeûne. L'actualité internationale a pour titre la Corée du Sud qui teste la sécurité de ses centrales après une cyberattaque. Et enfin, parlons pétrole, parlons économie. Les monarchies du Golfe, toujours intransigeantes, elles excluent toute possibilité de réduction de leur production. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à ce point de l'actualité. Vous êtes sur Béni TV de Blessing Channel. Les fidèles de l'église évangélique Réveil, la Macédoine, dans la commune de Yopougon, ont célébré la fin d'un jeûne de 40 jours par un culte spécial ce dimanche. Ce jeûne avait pour thème l'accomplissement des promesses de Dieu pour ta vie. Suivons ce reportage. Durant 40 jours à compter du 12 novembre 2014, l'église évangélique Réveil, temple de la Macédoine, était en jeûne. Après 33 jours de consécration et de privation en nourriture, la dernière semaine a été marquée par une semaine spirituelle afin d'aider le peuple de Dieu à être mieux outillé pour l'année 2015 qui arrive. C'est sous l'inspiration du Saint-Esprit que nous avons eu cette recommandation de jeûner et prier. Et nous avons lancé ces 40 jours en obéissant à la parole de Dieu. Et pourquoi ce jeûne? Parce que souvent on dit, est-ce qu'il est possible de jeûner? Pourquoi on jeûne? Et cette question m'a été posée même par les pharisiens qui ont dit, mais pourquoi tes disciples ne jeûnent-ils pas? Jésus a dit, c'est parce que l'époux avec eux. Nous savons que l'époux avec nous, mais le Seigneur aussi a recommandé dans sa parole de jeûner et prier. Il y a des démons qui sortent aussi par le jeûne et la prière. Mais pour nous, c'est sous l'inspiration du Saint-Esprit par rapport à certains besoins, par rapport à ce qu'il veut accomplir. Et c'est pourquoi ce thème, l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Ce dimanche donc, jour de clôture de ce long temps de consécration à l'Éternel, les fidèles ont rendu grâce à Dieu pour les miracles et les prodiges constatés à travers des pas de danse. Pour le pasteur Tawa Kemojison, premier responsable de l'Église, l'accomplissement des promesses de Dieu pour la vie du chrétien sont oui et amen. Seulement, elles sont rattachées à une condition. Au sorti de ce grand moment marqué par une semaine spirituelle très enrichissante en enseignement, les fidèles sont désormais prêts à voir Dieu. On a passé un moment très merveilleux pendant ces 40 jours. Moi, personnellement, j'ai été vraiment très enrichi parce que j'ai découvert vraiment des choses extraordinaires. C'est moi vraiment qui était bénéfique pour toute la Macédoine. Je voudrais remercier le Seigneur d'avoir permis que ce jeûne se passe dans les meilleures conditions. Je voudrais remercier le Seigneur d'avoir permis la délivrance de tous les enfants de la Macédoine. Et c'est au moment de grâce et de grâce, nous les recommandons davantage. Toujours dans l'élan religieux, dans ce journal, le révérend Amonkou Paul Serge a convié le vendredi 19 décembre dernier tout le peuple de Dieu à une grande veillée de prière. Objectif, prier afin d'arriver à bout des œuvres de la malédiction. Cela s'est tenu à la mission évangélique de restauration. Le révérend Amonkou Paul Serge, président fondateur de la Mirest, mission évangélique La Restauration, a rangé ses fidèles en ordre de bataille ce vendredi 19 décembre 2014, avec une grande veillée de prière au siège de la Mirest, 6 dans la commune de Cocody, les Deux Plateaux. Un moment véritable de restauration et de combat spirituel pour briser les œuvres du diable, entre autres, combattre contre ceux qui savent exciter le Léviathan, les méchants qui utilisent les esprits contre leurs victimes. Un moment de prière intense avec un objectif bien déterminé par le révérend Amonkou Paul Serge, principal initiateur de ce programme spécial. Ça fait un bout de temps depuis ce dernier trimestre de l'année que nous traitons les malédictions de famille autour des 4 principaux esprits de la malédiction. L'esprit de sorcellerie, l'esprit de servitude, l'esprit de mort et l'esprit des eaux. Le sous-thème de cette nuit-là, c'est ceux qui savent exciter le Léviathan. Donc le combat contre ceux qui savent exciter le Léviathan. Or, le Léviathan, c'est l'esprit des eaux. C'est le dragon de la mer. Et il y a des gens qui savent l'exciter, c'est-à-dire les gens qui savent l'utiliser. Alors, pour savoir utiliser un esprit, il faut être un homme fort. Il faut être quelqu'un qui soit
qui soit à un niveau, qui atteint un niveau de sorcellerie très élevé pour pouvoir utiliser des esprits. Or, nous sommes en fin d'année et c'est dans cette période-là que les méchants utilisent les esprits contre leurs victimes. Et c'est ce que nous avons développé selon la parole de Dieu, qu'il y a des hommes forts qui utilisent des esprits contre leurs victimes. Et comment il faut prier, quelle est la stratégie en fin d'année où les méchants cherchent à tuer, qui cherchent à détruire. Et nous avons appelé le peuple de Dieu pour leur apprendre comment combattre ceux qui utilisent l'esprit. Le révérend Monkuya Popol-Sej, dans son élan de briser les chaînes de la malédiction, à savoir la sorcellerie, et permettre aux fidèles de rentrer dans leur bénédiction, a démontré la puissance de la manifestation du Saint-Esprit en rendant le ministère. Sous l'onction du Saint-Esprit, l'homme de Dieu a libéré les captifs. Ce sont des fidèles très bénis, restaurés et très heureux d'avoir participé à ce moment de prière qui sont retournés chez eux pour s'apprêter pour les prochains défis. Que Dieu vous bénisse. Changeons carrément de registre pour aborder cette fois-ci l'actualité internationale mais africaine. Le Nigeria, pour être plus précis, Yola, capitale de l'État de l'Adamawa, dans le nord-est du Nigeria, est jusqu'à présent épargnée par les attaques du Boko Haram, mais la ville craint de voir la secte islamiste se rapprocher. Yola, capitale de l'Adamawa dans le nord-est du Nigeria. À une centaine de kilomètres d'ici, les combats ont fait rage entre l'armée nigériane et les insurgés islamistes de Boko Haram. Sur le marché de Djimeta, dans le centre-ville, cet homme au visage caché est le responsable de la milice locale d'autodéfense. Sa mission, surveiller toute activité suspecte. 2 jours plus tôt, Boko Haram a attaqué 2 capitales du nord du pays, tuant plusieurs centaines de personnes. Nous ne sommes pas contents, nous sommes tristes. Chaque fois qu'il y a des attaques ou l'explosion d'une bombe, nous sommes touchés. Et c'est pourquoi nous devons nous réveiller. C'est ce qui nous pousse à être vigilants. Ouvrir les yeux sur ce qu'il se passe. La secte islamiste qui veut établir un califat dans le nord du Nigeria a pris d'assaut de nombreuses villes dans le nord de l'Adamawa avant d'être conquise par l'armée. Un contexte fragile qui sème la peur à Yola. Les gens dorment avec un œil fermé et l'autre ouvert, parce qu'ils ne savent pas ce qu'il se passe. En ce moment, quand vous entendez un pneu éclater, les gens commencent à courir. La panique n'est pas seulement due aux violences de Boko Haram. De nombreuses personnes ont perdu toute confiance en l'armée. Oudou Ibrahim a fui son village avec ses 5 femmes et ses 14 enfants quand il a vu l'armée battre en retraite face aux insurgés. Pourquoi parlez-vous des soldats? Ils étaient les premiers à fuir. Nous n'avons plus vraiment confiance, mais s'ils nous rassurent, il n'y aura pas de problème. Ces chasseurs reviennent d'une opération contre Boko Haram, même si leur équipement semble dérisoire par rapport à l'artillerie des insurgés islamistes. Leur aide est reconnue comme précieuse par les autorités. Tous sont prêts à mourir pour sauver leur pays. Nous allons mourir pour le Nigeria. Nous voulons la paix. Nous sommes tous prêts à combattre ces insurgés. Les représentants religieux s'inquiètent aussi de l'avenir. Ils redoutent des actes de vengeance entre chrétiens et musulmans. Une tâche importante nous attend quand les gens vont rentrer chez eux. Nous devons leur prêcher la réconciliation et le vivre ensemble parce qu'il n'est pas possible qu'un chrétien ne puisse pas vivre avec un musulman et qu'un musulman ne puisse pas vivre avec un chrétien au Nigeria, que ce soit dans le nord ou le sud. Nous devons nous mélanger et vivre ensemble. Les violences de Boko Haram ont jeté sur les routes plus d'1 500 000 personnes et près de 13 000 sont mortes depuis le début de l'insurrection en 2009. En Roumanie, Klaus Iohannis, premier chef de l'État roumain issu de la minorité allemande, a exhorté dimanche 21 décembre l'ensemble de la classe politique à agir afin d'éradiquer la corruption qui mine le pays, l'un des plus pauvres de l'Union européenne. România se schimbă.
La Roumanie change. Une nation de citoyens qui ont des aspirations, des idéaux et des valeurs acceptera d'être représentée uniquement par une classe politique à sa mesure. Dans le domaine de l'État, du droit et de l'indépendance de la justice, ainsi que celui de la lutte anticorruption, les pas faits jusqu'à présent doivent continuer. Les garantir et agir dans leur esprit doivent devenir une normalité en Roumanie. Toute la classe politique doit clairement comprendre qu'il n'y a pas d'autre voie pour la Roumanie que celle d'un pays débarrassé de toute corruption. En France, le Premier ministre français Manuel Valls a appelé le mardi 23 décembre 2014 à la vigilance, à l'unité et au rassemblement après les 3 attaques sanglantes survenues en France ces 3 derniers jours. Je réunis les membres du gouvernement tout à l'heure, c'est précisément pour faire un point de la situation, prendre les mesures nécessaires si elles s'imposent. En tout cas, bien évidemment, les forces de l'ordre, policiers, gendarmes, policiers municipaux aussi, sapeurs-pompiers, parce qu'il y a eu des victimes, mais ce sont les forces de la sécurité civile qui interviennent, les forces armées qui interviennent aussi pour la surveillance de notre territoire. Chacun est évidemment vigilant et mobilisé. Quand 1200 individus, français ou citoyens vivant dans notre pays, sont concernés par le djihad, quand près de 380 sont présents en Syrie et agissent dans des groupes terroristes, c'est-à-dire apprennent le terrorisme et l'horreur, quand 60 personnes, je précise donc le chiffre, des Français en général, sont morts sur place dans les rangs des groupes djihadistes, il y a bien sûr une menace d'une ampleur jamais inégalée. Il faut faire preuve d'une très grande vigilance parce que c'est vrai que le monde fait face à une menace terroriste jamais inégalée, surtout quand elle peut naître dans notre sein et qu'elle peut concerner aussi des individus qui s'auto-radicalisent sur Internet, qui ont parfois aussi des profils psychiatriques particulièrement préoccupants. Il faut être vigilant, mobilisé et en même temps faire preuve d'une très grande détermination par notre force démocratique et par la tranquillité dont les Français doivent faire preuve, notamment dans... Ailleurs dans le monde, l'actualité, c'est aussi la Corée du Sud. La Corée du Sud teste la sécurité des installations de ses 4 centrales nucléaires afin de parer à toute cyberattaque. Parer à toute cyberattaque contre ces 4 centrales nucléaires. C'est ce que fait la Corée du Sud en testant la sécurité de ses installations. Séoul sur la brèche après le vol informatique des plans et des manuels de 2 de ses réacteurs. Le hacker a ensuite publié les données sur Twitter. La présidente est furieuse. Les centrales nucléaires sont des installations de très haute sécurité qui affectent directement la sécurité de la population, dit-elle. Un événement grave et inacceptable s'est produit. Il ne devrait pourtant y avoir aucune trace de confusion au plan de la sécurité nationale. Même si pour le ministère de la Défense, le fonctionnement des centrales n'est pas menacé, Séoul entend aller plus loin et veut doter son armée d'une cyberdivision. Objectif, améliorer ses capacités de défense contre le piratage informatique. L'Australie s'est souvenue ce mardi 23 décembre des 2 victimes tuées le 15 décembre dernier lors de la prise d'otages dans un café de Sydney. Que d'émotions. L'Australie a rendu hommage aujourd'hui aux 2 victimes tuées le 15 décembre dernier lors de la prise d'otage dans un café de Sydney. Les funérailles de Tori Johnson, le gérant du lieu, ont été célébrées en l'église Saint-Stephens, à quelques pas seulement du café. La presse nationale l'a hissé au rang de héros pour être tombé sous les balles du forcené qu'il tentait de désarmer. Un peu plus loin, 1 millier de personnes ont assisté à une cérémonie du souvenir en hommage à Katrina Dawson, en présence de ses 3 enfants âgés de 4, 6 et 8 ans qui chacun ont entonné une chanson.
Le preneur d'otage, un homme d'origine iranienne déséquilibré et aux revendications islamistes, avait trouvé la mort lors de l'assaut de la police. Le Premier ministre Tony Abbott a par ailleurs exhorté tous les Australiens à la vigilance, expliquant que le risque d'attentat est plus important en cette période de fête. Il y a 10 ans, un tsunami a fait des milliers de morts dans le sud de la Thaïlande. Depuis, des mesures ont été mises en place pour éviter un nouveau désastre, mais beaucoup se demandent si cela est suffisant. La plage de Patong en Thaïlande, sable blanc, ciel clair et mer calme. Difficile d'imaginer qu'en 2004, plusieurs énormes vagues causées par un tremblement de terre ont tout balayé sur leur passage, tuant des centaines de milliers de personnes autour de l'océan Indien, dont des milliers de touristes en vacances pour Noël. 10 ans plus tard, Soumalé se souvient parfaitement de ce jour fatidique. La première vague n'était pas très haute, juste un peu au-dessus du sol. Je n'ai pas vu la deuxième parce que je courais. La troisième emportait toutes les chaises sur la plage. Je ne l'ai pas vue car j'étais dans la montagne. Elle a eu de la chance. 3 de ses collègues ont été tués ce 26 décembre 2004. La ville s'est depuis dotée d'une tour d'alerte au tsunami. Au total, 128 autres ont été installées sur les plages dans les 6 provinces du sud-ouest de la Thaïlande. Des tours reliées à un centre de surveillance à Bangkok. Si une vague géante est enregistrée par les bouées en mer, des haut-parleurs préviendront qu'il faut évacuer la zone. Fonctionnaires et élus recevront aussi des SMS afin d'avertir les habitants des consignes à suivre. Ça commencera par une sirène, suivie de messages d'avertissement dans plusieurs langues. Les gens devront courir jusqu'aux endroits avec des panneaux indiquant qu'ils sont en lieu sûr, puis se rendre dans des zones sécurisées. Mais dans la région, beaucoup de ces signes ont déjà quasiment disparu, ou sont difficiles à repérer parmi les nombreux autres panneaux d'affichage. Depuis 2004, 6 autres séismes de plus de 7,9 sur l'échelle de Richter ont agité l'océan Indien. Selon certains experts, les exercices annuels restent insuffisants et les chemins menant aux plages sont trop étroits. Les grands hôtels ont toutefois des plans d'évacuation détaillés. Quand le tsunami a touché la côte, l'hôtel La Flora venait juste d'ouvrir. 70% du complexe a été rasé, des dizaines de personnes ont perdu la vie. Aujourd'hui, l'établissement propose tous les 3 mois ses propres exercices d'évacuation. Nous avons dit à tout le personnel et aux clients qu'ils devaient se rendre à l'arrière du 3e bâtiment au 3e étage. C'est à plus de 12 mètres de haut. Ils seront suffisamment en sécurité, puisque la dernière fois ça a atteint 9 mètres. Aucune des personnes présentes ce jour-là ne peut oublier ce qui est arrivé. Mais le temps qui passe fait craindre une baisse de la vigilance. Et certains redoutent que cette région paradisiaque ne puisse se remettre d'une autre catastrophe de cette ampleur. Parlons économie, parlons pétrole, parlons encore des monarchies du Golfe qui sont toujours intransigeants envers les producteurs de pétrole non membres de l'OPEP en excluant une réduction de leur production ou la tenue d'une réunion d'urgence de l'OPEP pour enrayer la chute des coûts. Le marché a besoin de temps. 1 ou 2 mois, ce n'est pas assez. Il a besoin d'au moins 6 mois. Et même si nous nous réunissons dans 6 mois et qu'il n'y a pas de changement, nous resterons sur notre position. Nous ne sommes pas face à un désastre. Cela est arrivé avant. Nous sommes juste devant une surproduction temporaire. Cette surproduction sera corrigée car le marché est solide. Nous ne savons pas ce qui va se passer à l'avenir. Mais ce dont nous sommes sûrs, c'est que ceux qui ont les plus grandes capacités de production contrôleront le marché. En France, 1,7 million de personnes ont une déficience visuelle. Seul 1% d'entre elles possèdent un chien guide d'aveugle. Chaque année, à Ronc, la plus ancienne école de chiens guides d'aveugles délivre une quarantaine d'animaux de guidage à des non et malvoyants. Mais pour que l'efficacité soit optimale, le chien est formé auparavant durant 2 ans en famille d'accueil et dans le centre de chiens guides. Impossible de les imaginer l'un sans l'autre. Oups est non seulement un fidèle compagnon, mais surtout une aide précieuse pour Véronique. Suite à une maladie génétique, cette mère de 3 enfants est malvoyante depuis 1999. Après 2 ans de canne blanche, elle s'est décidée à faire la demande d'un chien guide. Le premier mot, ça serait la liberté.
Le côté social aussi, parce qu'avec un chien, les personnes nous parlent, osent nous aborder. Par contre, avec une canne blanche, ça nous donne de l'autonomie, mais on est très tendu et le côté social, on l'a pas du tout. Oups est son 4e compagnon. Selon la loi, le chien guide est autorisé à suivre le malvoyant dans tous ses déplacements et son coût de 25 000 € est entièrement pris en charge par l'école de chien guide. Mais avant d'être confié à un déficient visuel, l'animal doit suivre une longue formation qui commence en famille d'accueil. Comme 60 familles chaque année à Ronques, Lucie s'est lancée en juin avec Joke. Aujourd'hui, la monitrice de l'école vient faire le point avec elle. C'est plein d'amour échangé. Et puis derrière, vous savez qu'il sera utile à quelqu'un, que c'est comme un enfant qui prendrait son indépendance, qui viendrait utile à la société. Voilà, c'est pareil. On a le même processus que des parents, sauf que c'est sur un temps très très court. On apprend tout ce qui est propreté en maison, la sagesse aussi en maison. Donc voilà, on peut laisser le chien tout seul 3-4 heures et le chien ne doit pas faire de bêtises. Donc ne doit pas monter sur le canapé pendant que la famille n'est pas là, ne doit pas piquer de nourriture sur la table aussi, par exemple. Pour devenir famille d'accueil, il faut habiter près de l'école de chien guide et être disponible en journée pour ne pas laisser l'animal seul. Au bout de 8 à 12 mois, la famille doit restituer le chien à l'école. Là, l'animal passe encore une petite année à être formé au guidage avec un éducateur. Son rôle à lui, ça va être d'éviter les obstacles et de répondre aux ordres du maître. Premier à gauche, deuxième à droite, les passages piétons, tu recherches l'entrée de métro. Le chien, on lui aura appris ces ordres-là et il obéira au maître qui, lui, effectivement, connaît son parcours. Le chien, c'est pas comme un GPS. Si on lui donne pas les bonnes indications, il sait pas où aller. Il existe 10 écoles comme celle de Ronques reconnues en France. Celle-ci est la plus ancienne. Elle a déjà formé 1500 chiens. Madame, Monsieur, nous avons été très ravis de vous présenter ce journal qui vous a été proposé par l'ensemble de la rédaction de Béni TV. N'oubliez pas de suivre nos programmes sur les www.beni.tv et nos programmes continuent encore sur la chaîne qui bénit.